Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné d'Olivier Fouquet, responsable du service urbanisation, architecture et SI du SI à la métropole de Bordeaux. Et je suis aussi accompagné de Fabrice Villa qui est directeur conseil chez Méga International. Et comme la dernière fois, je vais être aussi accompagné de mon acolyte préféré, Arthur, qui va nous accompagner dans cette interview. When I decided to hack you, whoever's in control of the exit nodes is also in control of the traffic, which makes me... Alors, cette interview est un peu particulière puisque nous avons deux personnes à interviewer et que ces deux personnes ne font pas partie de la même société, mais ont participé au même projet qui pourrait s'intituler de la manière suivante, qui est rationaliser et mutualiser les SI de la métropole de Bordeaux. Alors, avant d'attaquer en détail et puis de vous présenter les différents interlocuteurs, on va attaquer par une question que j'aime bien poser au début, c'est est-ce que vous vous souvenez de vos premiers projets informatiques? Est-ce que je te donne la main, Olivier, en premier? Ouais, ok. Mon premier projet informatique, voilà, ça commence à remonter. Ça a été de réécrire la totalité du site web commercial de la première boîte dans laquelle j'ai bossé, qui était un petit assembleur rennais. Je sortais de mes études, j'avais pas du tout fait d'informatique moi dans mes études, j'ai fait un DEA, un master de recherche en biologie. D'accord. Et une licence de sociaux dans la foulée, enfin une troisième licence de sociaux, et je me suis retrouvé, voilà, c'est ça. Et pour l'écrire, le responsable technique il m'a donné le fichier d'aide Windows HTML4, les fichiers d'aide là avec juste le code, et puis Notepad. Et il m'a dit voilà, il faut refaire tout le site. Donc ça a été extrêmement formateur, ça m'a pris beaucoup de temps, mais ça a été extrêmement formateur. Et c'est des bons souvenirs au final. Très très bon souvenir. Ouais, bah, je me souviens notamment de cette phrase qu'il n'arrêtait pas de me sortir et que j'essaye d'éviter aujourd'hui, mais c'est RTFM. À chaque fois que j'avais une question sur quelle balise, ouais. Je pense que les auditeurs comprendront, mais à chaque fois qu'il y avait une balise que je comprenais pas, j'allais le voir et il me disait RTFM, et donc je retournais sur mon fichier d'aide et je m'en sortais comme ça. Et si tu devais refaire un site web aujourd'hui, ce serait comment T'aurais des souvenirs C'est une bonne question parce qu'en fait, après, je sais pas, un bon mois de travail où j'étais super content de mon truc, il m'a montré FrontPage, que je connaissais pas du tout à l'époque, et il m'a montré qu'en, je sais pas, en quelques heures, on avait fait la même chose, mais on a aussi regardé le code et surtout le poids des pages. Et il m'a dit, tu vois, c'est beaucoup plus joli avec FrontPage, mais et à l'époque, je le dis, c'était en 98, donc à l'époque, c'était les balbutiements de la DSL, on était encore en RTC. Et donc avoir un code très propre et donc très léger, c'était très différenciant. Et donc je sais pas, aujourd'hui je fais plus ce genre de choses, mais comme je suis passé sous Linux après, ce serait peut-être avec VI. Ah, ça c'est beau ça. Ah ouais. Fabrice, toi tu t'en souviens aussi? Je m'en souviens, malheureusement. Comme Olivier, je suis ingénieur de formation, hein, plutôt arts et métiers, donc mécanique, production, etc. Et pourquoi je disais malheureusement, c'est que dans une mission en coopération, j'étais en Malaisie, c'était mon service militaire, et on devait mettre en place la production pour la fabrication de talkie-walkie. Et j'étais un peu l'ingénieur à tout faire. Et en fait, j'ai codé sur une base Access un outil de gestion de production et de configuration du talkie-walkie. Et effectivement, une base Access, c'est un projet informatique, je ne sais pas. Il faut pas critiquer parce qu'on a beaucoup de clients qui ont des bases Access un peu partout. Donc voilà, c'est pour ça que je dis un peu malheureusement. Sinon, le vrai projet informatique était la mise en place de la gestion des incidents de production de SFR, avec une solution de ITSM qui s'appelait à l'époque Asset Center, Service Center, et ils ont été rachetés tellement de fois, je ne sais même plus comment ça s'appelle aujourd'hui. Voilà. Du coup, t'es passé de la mécanique à l'informatique comme ça? Pas comme ça, mais oui, au final, oui. Oui, tout à fait. Et pour mon plus grand bonheur. Ça va faire la transition. On va commencer par toi, Fabrice, puisque tu avais la parole. Est-ce que tu peux nous décrire très rapidement ton poste, ton parcours, et puis Méga, chez qui tu travailles aujourd'hui? Avec plaisir. Mon parcours, vous l'avez vu, ingénieur méthode en Malaisie pour fabriquer des talkie-walkie et pour aussi tout faire autour de cette nouvelle usine qui se mettait en place. Je suis rentré en France dans les années 2000, toujours dans les télécoms, avec la belle bulle et aussi crise des télécoms, et je me suis rappelé de cette fameuse base Access et de tout ce qui était organisation des systèmes d'information. Et donc j'ai intégré un cabinet de conseil qui s'appelle Oresis, qui est bien connu au sein du club Urba.
et j'ai fait mes armes, en tout cas en termes de consultant en SI. Et ça fait 17 ans maintenant que je suis à Mega International, qui est éditeur de logiciels et leader dans le domaine de l'architecture d'entreprise. Et au sein de Mega, j'ai en charge une business unit autour des clients du secteur public notamment, pour développer et accompagner nos clients autour de prestations, autour de nos solutions, donc globalement autour de l'architecture d'entreprise. Et j'ai aussi une autre casquette, j'ai en charge l'équipe des consultants fonctionnels. Voilà. D'accord, sacré parcours. Et c'est dans ce cadre-là, donc du coup, que tu as rencontré Olivier et sur lequel vous avez travaillé ensemble. Olivier, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors j'évoquais tout à l'heure, moi je suis biologiste de formation, généticien. Plutôt à l'enseignement, la recherche. Puis j'ai bifurqué avant de faire une thèse. J'ai fait une petite licence de sociaux très rapidement en 1 an. Et en 98, il y avait beaucoup de boulot en informatique. Je savais pas trop quoi faire. Et je le disais tout à l'heure, je suis rentré chez un petit assembleur rennais. Et puis ensuite, j'ai déménagé à Grenoble, où je me suis fait embaucher chez HP. Et j'ai fait de la R&D sur les nouveaux PC. On produisait les nouveaux PC business. Donc j'ai fait ça de 2000 à 2002 et ensuite j'ai intégré Altran dans le conseil en tant qu'ingénieur réseau. Puis en fait c'est rigolo parce que j'ai remonté les couches du modèle OSI. Au début j'étais en bas du modèle OSI et puis au bout d'un moment le réseau, je me suis demandé à quoi ça servait. Donc je suis passé plutôt sur l'architecture applicative jusqu'à être urbaniste du système d'information. C'est bien au moins, parce que moi je dis souvent aux jeunes, Arthur en est témoin, qu'il faudrait qu'ils connaissent le modèle OSI parce que les jeunes développeurs, ils ont complètement oublié ce que c'était. Ouais. Et pourtant ça existe encore. Donc c'est bien qu'ils entendent qu'il y a des gens qui peuvent remonter les couches du modèle OSI. Ouais, comme je suis quelqu'un de curieux, je me servais, j'ai compris, je sais comment mettre des tuyaux en place, mais à quoi ils servent mes tuyaux? J'ai remonté les couches du modèle, quoi. Donc voilà, jusqu'à être urbaniste, monter la business unit d'architecture d'entreprise, Altran Rhône-Alpes, qui est devenue la business unit France dans le domaine. Et puis en 2013, j'ai changé de vocation en restant dans l'informatique. Je suis rentré dans la fonction publique au Grand Lyon. Au moment en tant qu'urbaniste du système d'information, au moment de la création de la métropole en 2015, je suis devenu directeur adjoint en charge de l'architecture et de la gouvernance. Et déjà au Grand Lyon, on était client Mega, utilisateur de la solution de Mega. Donc c'est à cette époque-là que j'ai fait la connaissance de Fabrice. Et en 2016, j'ai déménagé à Bordeaux, rejoint la métropole de Bordeaux cette fois-ci, toujours en tant qu'urbaniste du système d'information dans un premier temps, puis responsable du service architecture, urbanisation, enfin dans le bon sens, c'est Urba Archi Sécu du SI. Et toujours avec Mega, qui était, puisque la métropole était déjà cliente de Mega, et donc on a continué, on est allé plus loin avec Fabrice et ses équipes. Et c'est à ce moment-là que vous avez commencé à évoquer le besoin de rationaliser un peu le SI. Alors voilà, c'est ça, la spécificité de la métropole de Bordeaux, c'est qu'au 1er janvier 2016, il y a, alors à l'époque, c'était 9 communes, aujourd'hui on a 14 communes qui ont décidé de mutualiser leur système d'information au sein d'une seule DSI, un service commun numérique. Et ça veut dire que on s'est retrouvé, alors je vais faire une image à aujourd'hui pour que ce soit plus simple, plutôt que de reprendre l'historique des 5-6 dernières années, mais ça veut dire qu'aujourd'hui on gère à peu près 1600 applications métiers pour à peu près 750 000 utilisateurs sur le territoire, 18 000 utilisateurs propres des systèmes d'information au sein de ces 14 communes. Donc c'est un gros système d'information et on a eu besoin dans un premier temps de le maîtriser, parce qu'on ne le connaissait pas. On avait des collègues qui venaient d'un peu toutes les communes, donc ils connaissaient bien ce qu'elles avaient dans chacune de leurs communes, mais quand on s'est retrouvés tous ensemble à devoir travailler, il a fallu qu'on puisse capitaliser et partager ce savoir, et puis évidemment qu'on commence à le rationaliser, parce qu'il y avait d'énormes disparités et que ça demandait des compétences très diverses. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Est-ce que tu peux me donner un peu la définition de ce que veut dire rationaliser? Qu'est-ce que tu entends par rationaliser le SI? Parce que je suis pas sûr que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Quand on a un parc de 1200 applications, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors, ça veut dire beaucoup de choses. Ta question est très bonne, ça veut dire beaucoup de choses. Dans un premier temps, ça a voulu dire limiter la diversité applicative. Je vais donner un exemple. 14 communes, ça veut dire 14 gestions d'état civil ou 14 gestions de crèche. Donc, potentiellement, 14 solutions applicatives différentes. Ouais. Donc des compétences dans 14 solutions progicielles différentes. Le premier niveau de rationalisation pour nous, ça a été dans la mesure du possible de dire on va limiter l'offre de service à 2 ou 3 solutions. On vous déploiera chacun votre solution, mais au moins on va pouvoir se dire que vous avez tous soit la solution A, soit la solution B. Et donc nous, on va devenir des experts de ces solutions-là, avec les éditeurs également, mais on va devenir des experts de ces solutions-là, et donc on va être en mesure de vous accompagner beaucoup plus efficacement.
Ça, c'est le premier niveau de rationalisation. Le second niveau, qui est un peu plus difficile et qu'on conduit néanmoins, c'est celui qui consiste à dire non, en fait, on va plus vous laisser 14 instances d'une ou deux applications, mais une seule instance multitenante pour vos 14 besoins différents, puisque chaque commune a malgré tout son besoin. Et ça, c'est assez compliqué à mener parce que il y a 36 000 communes en France, la plupart sont plutôt petites, et donc ce ne sont pas des applications qui sont destinées à être multitenantes, ou très peu. Oui, clairement, ouais. Le pattern d'architecture multitenant, c'est quand même assez rare finalement dans les éditeurs logiciels. Ça existe les éditeurs SaaS ou les gros éditeurs, mais sur des petits éditeurs, c'est pas souvent le cas, quoi. Ouais, et même les solutions qu'on prend en SaaS, en fait, c'est pas des applications multitenantes, c'est juste l'éditeur qui gère X instances de sa même application. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. On a quelques applications pour lesquelles on peut le faire. Et puis, alors là, c'est les travaux qu'on commence à conduire. On est surtout en train de se dire qu'on servicialise notre système d'information pour mutualiser les fonctionnalités du système d'information autant que possible. Et là, c'est des travaux qu'on conduit depuis un an et demi dans mon équipe, avec la mise en place d'un ESB, la mise en place d'un moteur de workflow, de l'API management, du MDM, mais en se basant sur un système d'information qui est très progicialisé et très peu serviciel. Donc, on a fait le choix d'un ESB, par exemple, et pas d'une API Gateway. D'accord. Et du coup, en gros, ce qui se passe, c'est que tu passes de plein de petites DSI à une grosse DSI. Et du coup, ça fait naître un tas de besoins parce que tu parles, par exemple, de mettre en place un ESB. C'est pas quelque chose qu'on fait dans une toute petite DSI, dans un coin, quoi. Ça, c'est vraiment un besoin qui ne peut naître que si tu as une grosse DSI, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis il y a une autre problématique qui est plutôt de l'ordre de la conduite du changement, mais c'est qu'une petite DSI de 3 ou 5 personnes, le matin t'arrives, tu racles le serveur que tu as reçu hier, tu fous ton DVD et t'installes Windows ou Linux, tu pars pendant que ça s'installe, tu regardes les mails de support que tu as reçus et tu vas faire un tour dans les services pour dépanner machin que tu connais d'ailleurs bien parce que la commune est petite. Et puis quand tu reviens, tu appelles ton fournisseur parce que il est en train de gérer un projet. Et puis quand tu pars d'une petite structure où tu es 3 ou 5 et que tu fais tout et que tu rentres dans une grosse structure, une grosse DSI à 300, ça marche plus du tout de la même manière. Donc, ça peut aussi, ça nécessite vraiment un accompagnement au changement parce que c'est des transformations de métier. Quand tu faisais tout avant et que maintenant tu fais plus que du support ou plus que de l'architecture ou plus que de la prod sur le stockage ou plus que, ça change les métiers vraiment. Et est-ce que c'est vraiment la commune de Bordeaux qui a voulu ça et qui a dit aux autres communes vous venez avec nous, ou est-ce que ça a été un besoin qui s'est fait ressentir au niveau des communes plutôt et qui ont fait une demande au niveau de Bordeaux? Alors déjà, c'est pas la commune de Bordeaux, c'est c'est Bordeaux Métropole, donc c'est l'établissement public de coopération intercommunale, ce qu'on appelle aussi des communautés, ce qu'on appelait à l'époque des communautés urbaines. Et en 2015, il y a la création de 14 métropoles en France, dont 3 sont à statut particulier, Paris, Lyon et Marseille. Et pour la plupart, il s'est agi de mutualiser la ville-centre, par exemple Strasbourg, avec la métropole de Strasbourg. Alors, je risque de dire des bêtises parce que je ne sais pas exactement comment ça s'est passé dans chacune des métropoles. Mais par contre, Bordeaux est la seule à avoir fait cette proposition de mutualisation des compétences, des métiers, des compétences, à la carte. C'est-à-dire que chacune des 28 communes qui composent l'aire urbaine de Bordeaux a pu dire, moi, cette année, je mutualise le système d'information, la gestion des espaces verts et la gestion financière. D'accord. Ah oui. Et tous les ans, chaque commune pouvait dire, moi, maintenant, je mutualise ça. Donc, c'est une proposition offerte à chacune des communes, chaque maire étant libre de choisir ce qu'il souhaite faire ou ce qu'il ne souhaite pas faire. Et du coup, j'imagine que la première étape avant d'arriver là, c'est de faire une carto générale de tout ce qu'il y a, quoi. C'est ça? Ouais, ça c'est en théorie. Si on a le temps, c'est ça. Alors c'est ce qu'on fait maintenant. En tant qu'architecte, je demande souvent est-ce que vous avez une carto de votre SI, et à chaque fois on me répond aujourd'hui on l'a. Aujourd'hui on l'a, et c'est exactement ce qu'on a fait avec Méga et Fabrice et ses équipes. Par contre, au moment en 2016, on l'a pas en fait. En 2016, on a quelques fichiers Excel. Enfin, j'exagère. On a un inventaire par commune. D'ailleurs, avec une compréhension différente de ce que c'est qu'une application métier, parce que entre celui qui dit mais moi j'ai 7-Zip et celui qui dit non, 7-Zip c'est pas un applicatif métier, on se retrouve avec une grande disparité. Donc aujourd'hui, les nouvelles communes qui nous rejoignent, oui, on passe par un inventaire et une cartographie préalable parce qu'on s'est structuré sur ces 6 dernières années.
années. Puis on a aussi appris de tout ce qu'on a vécu. Mais quand on a commencé à travailler ensemble avec Fabrice, non, on n'avait rien de tout ça. On avait hérité de à notre connaissance, environ 1000 applications. À notre connaissance, parce on en a encore découvert pendant les années qu'on suivit, chose qui n'avait pas été déclarée. Et c'était des fichiers Excel qu'on avait consolidés dans un grand SharePoint, dans une grande collection SharePoint. D'accord. Et du coup là, Fabrice, pour faire un peu le lien avec l'outil OPEX, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Exactement. C'est quoi la stratégie? C'est-à-dire que, alors déjà, tu peux peut-être nous décrire ce que c'est OPEX et comment tu pars? Tu dis on va tout cartographier d'un coup, on y va par étapes. Comment ça fonctionne? Excellente question et à laquelle je vais répondre dans le contexte de Bordeaux Métropole parce que c'était vraiment intéressant la façon dont ça s'est passé. Alors OPEX, donc c'est un progiciel, c'est un progiciel d'architecture d'entreprise. Donc l'architecture d'entreprise, pour ceux qui ne savent pas, mais j'imagine que tout le monde sait. Je suis pas sûr. Au bout du film, mais c'est vraiment cette méthode, cette approche systématique de transformation du système d'information en lien avec les besoins métiers et les opportunités technologiques. Et dans l'architecture d'entreprise, on dit qu'il faut référencer en fait les objets, tous ces objets qui constituent ce SI, et il faut les décrire de façon formelle. Donc c'est effectivement le but de nos solutions, mais pas que. Cette description, elle doit être transformer, toutes ces applications répondent à différents besoins dans le temps, dont on doit pouvoir gérer la transformation et on doit aussi pouvoir avoir des outils d'aide à l'analyse d'impact pour pouvoir définir les meilleures transformations. Donc je ne sais pas si c'est assez clair. Si ça répond. Dans ce que vous avez fait, il y a effectivement donc le référentiel de toutes les applications. Il y a aussi, j'imagine, un référentiel de termes communs, c'est-à-dire de définitions communes. Et ça, c'est souvent une complexité. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être une notion de, quand tu parlais d'interdépendance entre les applications, est-ce qu'il y a une notion de processus à haut niveau où jusqu'à où vous êtes allé dans la cartographie un petit peu du SI? Justement, donc avec OPEX, on peut tout faire, de modéliser de la stratégie au processus, aux applications, la couverture fonctionnelle, l'infrastructure, on peut vraiment tout faire. Mais l'idée, c'est de trouver le bon angle d'attaque pour répondre rapidement aux besoins de nos clients, de nos utilisateurs. Et Olivier, si tu te souviens, donc la Cube, anciennement, avant Bordeaux Métropole, avait nos solutions. Des anciennes versions qui est très très orientée cartographie. Philippe, tu as utilisé le terme de cartographie. Donc on prenait le temps de faire tout un tas de cartes dans un formalisme rigoureux pour décrire les applications, ses interfaces, etc. Et l'idée de la transformation de Bordeaux Métropole, c'était de ne pas perdre trop de temps à faire des cartes. Parce que c'est très chronophage. Exactement. Et de commencer par l'essentiel. Et je ne sais pas si tu te souviens, Olivier, toi, tu étais déjà convaincu, mais il fallait convaincre les sponsors, convaincre la DSI. Et c'est là qu'on a profité des nouvelles solutions OPEX pour changer complètement le paradigme et avoir un progiciel d'inventaire applicatif. C'est-à-dire laisser tomber les fichiers Excel, avoir une base de données commune avec tout ce qu'il faut pour décrire simplement les applications, qui les utilise, où sont-elles déployées, à quoi servent-elles, etc., etc., avec tout un tas de caractéristiques. Et d'ailleurs, Olivier, je me souviens de ta démarche, Olivier, où pour mettre quelque chose dans le référentiel, il fallait le justifier son ROI. On ne met rien dans le référentiel qui ne serait pas réutilisable en termes d'analyse d'impact, d'études, de transfert du savoir. Et on était vraiment dans cette approche-là. Donc l'idée, c'était de construire ce référentiel pour avoir des outils d'analyse. Vraiment. Et on fait des cartes que lorsque c'est nécessaire. D'ailleurs, on essaye de faire automatiquement ces cartes-là. Voilà. Donc, c'était le grand changement par rapport à ce que la communauté urbaine avait connu 10 ans ou 15 ans auparavant. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a lancé l'inventaire des applications, que Olivier a lancé l'inventaire des applications et la mise en place d'un nouveau référentiel. Et concrètement, qui a saisi les données? Est-ce que c'était chacune des, j'ai envie de dire, des responsables des applications qui a dit, mais moi j'ai une application dont je suis responsable et je vais aller la mettre dans le référentiel, ou c'est quelque chose qui a été fait en centrale, qui a été piloté en centrale? Comment ça fonctionne? Parce que pour avoir déjà fait le job dans différentes entreprises, c'est assez compliqué d'avoir cette information, et puis les gens sont pas toujours hyper moteurs. Comment ça a pu fonctionner chez vous?
Alors, effectivement, j'ai pris le parti de dire que je voulais décentraliser la saisie au plus près du sachant. Voilà. Et ça fait exactement référence à ce dont vient de parler Fabrice, c'est-à-dire que les versions précédentes d'OPEX, c'était des outils experts pour les architectes, très bien foutu pour les architectes, mais par contre, il y a relativement peu d'architectes dans une organisation. SV2, hein, c'est ça, Fabrice, qui a apporté une ergonomie un peu plus avancée. C'était en 2017-2018. Exactement. On a démarré ensemble en fin 2017. Oui. Voilà, avec un module d'OPEX qui s'appelle ITPM pour IT Portfolio Management et qui permet, comme vient de le présenter Fabrice, de faire une saisie un peu sous forme de tableau ou de fiches descriptives, mais très alphanumérique et ergonomiquement donc simple, plutôt bien foutu. Ouais, plutôt simple et bien foutu. Et donc c'est ce qui, avec un collègue, on a quand même fait le tour des solutions du marché et on a confirmé que le choix d'OPEX convenait à nos besoins, était tout à fait adapté. Et donc on est parti là-dessus. Alors pour répondre à ta question, Philippe, ça s'est fait en 2 temps. C'est-à-dire que moi j'ai eu un leitmotiv pendant 1 an, j'ai animé un groupe de travail de 10 représentants de chacune des directions de la DGNSI. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on n'est pas une DSI, on est une direction générale du numérique et des systèmes d'information avec 9-10 directions à l'intérieur. Et donc à raison d'un atelier par mois à peu près. Donc ça, j'ai vraiment pris mon temps, mais j'étais déjà dans la conduite du changement en fait. Dès ce moment-là, j'ai commencé la conduite du changement. Et donc j'ai construit 10 ambassadeurs de la démarche dans chacune des directions de la DGNSI. Et j'avais un leitmotiv qui consistait à dire il faut transformer la contrainte en valeur. Donc c'est ce que disait Fabrice tout à l'heure quand il disait si ça n'a pas de ROI, si ça n'a pas d'intérêt, on prend pas. Évidemment, la première réaction des membres du groupe de travail, c'était de dire on prend toutes les colonnes du SharePoint. Il devait y avoir CZ colonnes, donc ça fait 3 fois 26. Et puis première réunion, je dis ok, pourquoi pas. Et puis, entre nos 2 ateliers, je vais regarder et je m'aperçois qu'il y a à peu près 10% des colonnes qui ont des informations, qui ne sont pas totalement renseignées, mais qui ont des informations. Ça veut dire 90% des colonnes qui n'ont aucune information. Donc, je reviens à la réunion suivante et je dis non, on ne va pas du tout faire ça. Je vous propose des règles. Alors, en fait, je leur ai proposé des règles qui consistent à dire on va aller réinterroger tous nos collègues sur leurs besoins et on va challenger le besoin. Et si jamais on n'a pas de responsable de l'information dans notre organisation, ou si jamais personne n'est capable de nous dire à quoi ça va servir, on refuse dans notre première version. Et en fait, j'en ai profité pour introduire une logique MVP très itérative avec MVP, pour ceux qui ne le savent pas, pour nos auditeurs, ça veut dire Minimal Viable Product, c'est ça dont tu parles? Minimum Viable Product, ouais. C'est un produit minimum viable, c'est-à-dire qui est complet, qui peut partir en prod, dont on sait, dans la première version, on sait qu'il n'est pas parfait, mais par contre, il est tout à fait utilisable. Et j'ai utilisé une iconographie avec un skate qui venait d'ailleurs, puisque je le disais tout à l'heure, je crois que vous êtes lyonnais, non, Axopen? On est lyonnais, oui. Ouais, voilà. Donc, il venait d'un de mes collègues du Grand Lyon, Erwan Le Luron, que je remercie, que j'ai remercié d'ailleurs à plusieurs reprises. Une iconographie, c'est lui qui m'avait parlé le premier du MVP, une iconographie avec un skateboard, une trottinette, un vélo, une moto, une voiture. Et donc, ouais. Exactement, ouais. Et donc, j'ai introduit ce mode de fonctionnement en disant, on fait la version skateboard de notre référentiel. Et donc, ok, on accepte de pas tout prendre et peut-être que ça va en frustrer certains, mais ils nous rediront demain si jamais ils en ont vraiment besoin à l'usage. Mais aujourd'hui, c'est trop compliqué, ça concerne que 3 applications sur les 1000, on va pas se faire des nœuds au cerveau, on va prendre une bonne loi de Pareto, on prend 80% des cas avec 20% de notre énergie, on fait notre version skate, et puis ensuite on rechallenge notre version skate pour savoir de quoi on a besoin. Et donc ça, voilà, ça a vraiment été mon leitmotiv pendant toute cette année d'animation du groupe. Et ça reste mon leitmotiv dans mon équipe, à tel point que mon équipe appelle ça fouquetiser le système d'information. Ils ont pris mon nom de famille et ils ont dit voilà, fouquetiser, ça veut dire on transforme la contrainte en valeur. Olivier, pendant qu'on est dans les anecdotes, juste pour que tu saches, cette image des skateboards trottinettes va jusqu'à la comptabilité de Méga, puisque quand on a fini de livrer un lot, je dis à mes collègues que je salue, vous pouvez facturer la trottinette. Voilà. Je savais pas. C'est super. Vous en êtes où entre un skateboard, trottinette, vélo, vous en êtes où? Vous êtes plutôt côté scooter, plutôt je pourrais en parler. Non, on est toujours en version trottinette, mais je vais en parler après parce que c'est assez intéressant. Et donc pour répondre à ta question initiale, Philippe, pour transformer la contrainte en valeur, j'ai repris. Alors j'ai fait un gros boulot moi tout seul puisque j'étais urbaniste de dédoublonnage de tout ce qu'on avait dans SharePoint. Après qu'on ait travaillé d'ailleurs avec Méga sur la définition de notre métamodèle, donc de notre modèle de données, qu'on l'ait implémenté au moment du chargement initial, c'est moi qui l'ai fait en reprenant ce qu'il y avait dans SharePoint, en le chargeant,
en ayant identifié au préalable les responsables et en demandant ensuite à chacun des 150 responsables d'application à peu près d'aller renseigner le référentiel pour compléter ce qui n'avait pas pu être chargé initialement. Et surtout, en les transformant de « je saisis de l'information que j'ai dans ma tête au titre de mon historique » à partir de maintenant, je dois mettre à jour le référentiel dès que, dans ma responsabilité, je crée une nouvelle application, je transforme une application, ce genre de choses. Alors, en disant ça, j'ai passé sous silence la cinquantaine de sessions de formation qu'avec une collègue architecte, Dorine Periola, que je salue et remercie ici, on a animé avec l'aide initiale pour construire le support de formation. On s'est fait aider de mes gars et ensuite c'est nous qui avons assumé cette cinquantaine de sessions de formation pour former l'ensemble de nos collègues à différents profils d'utilisateurs. Je t'interromps pour rebondir sur quelque chose que tu viens de dire et qui était une de mes questions qui m'intéresse, c'est une fois que tu as mis en place la V0 ou la V1, je sais pas comment on t'appelle du référentiel. Le skate, la version skate. On les a appelés comme ça, ouais. Comment surtout tu la mets à jour? Parce que moi j'ai vu des tonnes de projets où dans des boîtes on commence à faire des référentiels et comme c'est jamais mis à jour, en fait au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, ça n'a plus aucune valeur parce que c'est pas mis à jour. Tu as dit tout à l'heure en parallèle que c'était les porteurs d'appli qui étaient responsables de mettre à jour, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, c'est toujours mon même leitmotiv, transformer la contrainte en valeur. Puisque c'est un référentiel, exactement. Ouais. En fait, puisque c'est un référentiel, il faut qu'il distribue son information au système d'information. Et une des premières valorisations, alors au-delà je sais pas, Fabrice, si tu parleras un peu de comment c'est fait OPEX entre le progiciel et le site de restitution, mais au-delà du partage d'informations qui permet d'être partagé largement au sein de la DSI, donc de la capitalisation, on a surtout mis en place des interfaces avec des applications. Et la première application avec laquelle on a mis une interface, c'est notre solution ITSM. Pourquoi? Parce que puisqu'on a toutes les informations concernant les applications, leurs identifiants uniques, leurs descriptions, les technologies sur lesquelles ça s'appuie et surtout les responsables métiers, fonctionnels ou techniques de l'application, on pousse tout ça à notre outil ITSM et quand quelqu'un appelle le helpdesk pour dire « Ah, j'ai un problème sur telle application », eh bien, l'incident généré est directement renvoyé aux responsables techniques ou fonctionnels de l'application. Et donc, transformer la contrainte en valeur, c'est inciter les gens à renseigner l'information parce que de toute façon, leurs utilisateurs ne pourront pas saisir d'incident si jamais l'information n'est pas fiable dans le référentiel source. Donc ça, c'est le premier exemple. Le second exemple, c'est on a un cloud privé chez nous qu'on héberge nous-mêmes et donc on génère nos propres serveurs virtuels dans nos infrastructures. Eh bien, notre cloud privé est lui aussi branché sur notre référentiel. Et récupère les informations. Et quand on veut créer une nouvelle VM, on est obligé de dire cette VM, elle est pour telle application, dans telle commune, sur tel domaine métier. Et tout ça, ça arrive de notre référentiel. D'accord, donc tu as mis quelque part aussi une contrainte forte à tout le monde, c'est que si c'est pas mis à jour, ça bloque le quotidien, quelque part. Exactement. Donc ça oblige tous les acteurs à participer de bonne grâce à la mise à jour du référentiel. Voilà. Et alors on va pas se mentir, l'exhaustivité de l'information n'est pas là. Mais on a une bonne partie de l'information et surtout il y a un identifiant unique. J'en ai profité pour introduire la notion d'identifiant unique d'application et ça c'est à la main de l'urbaniste du système d'information. C'est lui qui a la responsabilité de définir ces identifiants uniques. Or il se trouve que pareil pour ITSM mais surtout pour notre cloud privé, s'il n'y a pas d'ID unique, on ne crée pas les VM. Et donc puisque c'est à la main de mon équipe, nous, on ne crée un identifiant unique que quand il y a j'allais dire un quorum, mais un quorum c'est dans les assemblées, un niveau minimum d'informations saisies sur l'application en question, donc les prérequis nécessaires pour qu'on puisse s'en servir. Donc ça incite les gens les collègues. Voilà. Exactement. Et si on prend un peu de hauteur maintenant sur tout ça, c'est un projet, donc ça fait quelques années que vous l'avez lancé. Donc ça a l'air de s'être bien passé. Vous en êtes où là aujourd'hui? Est-ce que vous avez des versions ultérieures que vous allez lancer? Est-ce que vous allez plutôt étoffer le référentiel avec des données plus importantes sur chacune des applications ou c'est quoi aujourd'hui l'état dans lequel vous êtes? Alors, il y a deux choses. Tout à l'heure, je disais qu'on avait démarré avec la version skateboard. À peu près 6-8 mois après, j'ai lancé un club utilisateur au sein de la DSI avec un questionnaire qui a été ouvert à l'ensemble des 300 collègues de la DSI qui ont dit, OK, maintenant, nous, ça fait 8 mois qu'on utilise ça. Quels seraient nos souhaits d'évolution? On a récolté à peu près 90 souhaits d'évolution.
Et quand je dis la DSI, c'est y compris la direction d'appui administratif et financier. Et eux, ils avaient des attentes parce qu'ils s'en servent pour savoir que le marché de maintenance de telle application arrive à échéance et qu'il va falloir le renouveler, etc. Et donc, on a eu, je disais, à peu près 90 demandes d'évolution, après avoir dédoublé. Je trouve ce qui est bon signe, parce que généralement, plus on a de demandes de retour, c'est que les gens s'intéressent. Ouais, exactement. Trop de demandes, c'est que ça sert à rien, en fait. Exactement, ouais. Et puis, ça veut aussi dire qu'on a eu raison de partir sur cette approche MVP, parce que, ok, on savait que c'était pas parfait sur notre version skate, et donc, on aurait besoin de la faire évoluer. Et on a vu à peu près 90 demandes. Alors, dans la réalité des faits, c'était plutôt autour de 60 quand on a eu dédoublonné, analysé, re-questionné, etc. Et donc, là, moi, j'ai mis en place quelque chose qui s'approcherait d'une méthode agile, puisqu'on a demandé, on a constitué un backlog, j'ai fait un appel à volontariat d'une dizaine de mes collègues de la DGNSI pour arbitrer ce qu'on allait prioriser ou pas. Et quand on a eu terminé ça avec notre backlog priorisé, on s'est retourné vers Fabrice et ses équipes en disant, voilà nos souhaits d'évolution. Maintenant, il nous faut ça. Alors avec en plus des contraintes liées à la commande publique qui font que c'est très difficile de fonctionner en agilité. Donc c'est le club utilisateur. D'ailleurs, moi j'avais pas un rôle autre que celui d'animateur de ce club utilisateur, a priorisé la 60aine de demandes et on l'a soumise à Mega, et Mega nous a envoyé un devis et nous, Mega connaissait pas notre enveloppe, mais nous on connaissait notre enveloppe, donc on savait où est-ce qu'on s'arrêterait. Il se trouve que tout est rentré dans notre enveloppe, donc on a fait faire la totalité des évolutions. On avait mis Cassis, puisque c'est le nom de notre référentiel, qui a été soumis au vote. Il y a eu plusieurs noms soumis au vote, et Cassis pour cartographie DSI. C'est le nom de la solution OPEX déployée en interne, c'est ça ? C'est ça. Chez nous, OPEX, ça s'appelle Cassis. Et donc, on avait mis en production Cassis en version skate en novembre 2018. Et en novembre, à peu près un an après, en novembre 2019, on a mis en production la version trottinette, qui est toujours en prod aujourd'hui. On a très peu de demandes d'évolution. On commence à en avoir. Et alors pour moi, c'est un signe nouveau. C'est plus que la version qu'on a ne correspond pas aux besoins. C'est que les besoins évoluent et la maturité collective évolue. C'est un outil qui était très nouveau dans notre organisation. Un fichier Excel, ça suffisait à tout le monde. Là, faire le lien entre les applications, faire le lien avec les utilisateurs, faire le lien avec les processus, c'est quelque chose de très nouveau. Et on commence à voir émerger des nouveaux besoins qui sont d'ailleurs, ça fera plaisir à Fabrice, qui sont des besoins qu'on avait décidé de masquer, des choses qui existent dans OPEX nativement, mais que nous on a masqué parce qu'on voulait que ce soit quelque chose de simple. La maturité n'était pas bonne. Exact. Alors c'était pas que la maturité était pas bonne, c'est qu'on voulait simplifier l'usage au maximum. D'accord. Et donc ce qui n'était pas nécessaire, on le masquait. Et on voit apparaître des besoins qui finalement sont des besoins standards, donc des choses que Mega a déjà réfléchi, et on commence à les voir apparaître. Alors c'est encore émergent, donc je pense pas qu'on soit très très loin ou pas encore au point d'envisager la version vélo, mais je pense qu'on va pas tarder à lancer un nouveau club utilisateur parce qu'on sent poindre ces choses-là. Donc ça c'est sur la partie version de Cassis lui-même, mais comment est-ce qu'on élargit Cassis aujourd'hui ? On l'élargit de deux manières. Il y a un an à peu près, on a retravaillé avec Mega pour rajouter ce qu'on appelle nous un référentiel des règles, qu'on pourrait appeler un cadre d'architecture, un cadre de gouvernance. Et qu'on a voulu implémenter dans OPEX parce que on peut lier l'ensemble de nos règles à des objets du référentiel. Par exemple, on peut décider que cette règle-là s'applique à des objets de type application métier. Attends, qu'est-ce que tu peux nous définir ce qui est pour toi une règle ? Alors, je vais vous donner un exemple qui est très parlant et qui est très simple. On a une règle qui définit la complexité minimale des mots de passe. D'accord. Donc il dit un mot de passe doit faire au minimum 12 caractères, avoir tant de, etc. A un cycle de vie de 6 mois, ne peut pas avoir son... Donc la règle, elle décrit tout ça. Et cette règle, c'est une règle qui s'applique aux objets du référentiel de type application. Donc ça nous permet de promouvoir la règle au sein de la DGNSI, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas nécessairement au courant de ces règles. Certaines sont des règles de fait, d'autres sont des nouvelles règles qu'on intègre, et ça nous permet de les propager aux objets du référentiel et donc de les pousser jusqu'au chef de projet. Mais pour aller beaucoup plus loin que ça, l'idée c'est surtout de se dire qu'à partir de maintenant, à partir du moment où on a notre référentiel, on fait en phase projet de mise en œuvre, donc en phase amont des projets de mise en œuvre d'une nouvelle application, on fait ce qu'on appelle un diagnostic d'architecture. Et le diagnostic d'architecture consomme ces règles, explique au chef de projet les règles auxquelles son projet est soumis. Doit se soumettre. Exactement. Il nous dit ok, c'est bon, je prends. On associe pour lui tâche, on associe ça à des clauses de marché. Donc on lui sort la liste des clauses de marché qui sont associées. Donc comme ça, quand il passe son marché public, il a les bonnes clauses. Et puis on lui dit on se revoit quand tu as fini de passer ton marché pour voir si jamais tu respectes ou pas les règles. On se revoit effectivement après.
Et là, il nous dit, OK, il y avait 10 règles, il y en a 2, je peux pas les respecter. Et nous, bien entendu, à chacune des règles, on a les clauses de marché public, la justification de pourquoi la règle existe, mais aussi les risques associés. Et ça nous permet de dire, OK, le risque résiduel, si jamais on fait rien, c'est ça. Et donc, est-ce qu'on homologue, est-ce qu'on autorise ou pas à partir en production? On n'en est pas encore là, hein, ça c'est notre cible pour dans un an à peu près. Mais voilà comment est-ce qu'on est en train de transformer la façon de concevoir notre système d'information à l'échelle de la DSI, en s'appuyant sur OPEX et toutes les informations qui étaient déjà pré-renseignées, plus ce petit module qu'on a fait développer paramétrer, c'est pas vraiment du développement. Hein. Exactement, oui. Je te laisserai corriger toutes mes inexactitudes, Fabrice. Et donc, on a fait paramétrer par méga de telle manière à ce que ce soit disponible, consommable à travers des web services pour que notre outil de diagnostic puisse consommer les règles et ensuite repousser toutes les informations capitalisées. Donc ça, on est en plein dedans. Ouais, on est en plein dedans. Et la deuxième évolution. Alors là, on est vraiment, vraiment en plein dedans parce que si je dis pas de bêtises, la mise en prod, c'est ce soir. C'est la pression. Ouais, c'est un nouveau module pour nous, mais qui est pas nouveau chez Mega, qui est le module qu'on pourrait appeler RGPD, qui s'appelle OPEX Privacy Management, et qui cette fois-ci est à destination de notre DPO. D'accord. Data Protection Officer. Notre DPO étant elle-même à la direction des affaires juridiques, donc pas du tout à la DSI. Mais l'idée, c'est bien de le mettre au plus proche de notre patrimoine applicatif et en fait de faciliter la tâche de nos collègues chefs de projet parce qu'une fois qu'ils ont saisi toutes les informations dans K6, d'un simple clic droit sur l'application, ils peuvent transformer l'application en traitement. Ça part directement dans le module HPM. La cellule DPO fait toute son instruction sur la base des informations déjà disponibles et puis en enrichissant dans le cadre de l'instruction. Quand ils ont terminé l'instruction, c'est enregistré dans le registre CNIL d'une part. Mais surtout, le chef de projet a un retour qui lui dit c'est pas bon du tout, ou alors ça va bien, il faut faire tel plan d'action de remédiation, etc., etc. Donc on est en train d'élargir dans une perspective processus métier transverse à l'organisation et plus seulement à la DSI. On est en train d'élargir l'usage de ce référentiel. J'ai été très bavard. Il y a Fabrice qui se dit j'en ai pas placé une encore. Non, parce que j'aurais pas pu le présenter mieux que lui, donc je trouve ça parfait. Après, quand tu dis que tu es encore à la trottinette, finalement, je trouve que c'est une trottinette qui est très proche du vélo, voire du vélo électrique, hein. Mais parce que finalement, c'est grâce à grâce à ton approche, etc., qu'on arrive à mettre en place tout ça. Et nous, on est très, très fiers de ce qui se passe à Bordeaux Métropole. C'est pour nous, en fait, tout ce qu'on a rêvé de faire est très concret. C'est ça qui est très gratifiant. Voilà. Est-ce que chez Mega, c'est la première fois que vous avez un projet qui se passe comme ça, avec une solution qui essaye de démarrer le plus petit possible et qui s'agrège au fur et à mesure? Ou c'est une méthode que vous avez l'habitude d'utiliser chez vos clients? En fait, nous, on n'a pas, en toute transparence, toujours le choix de la méthode. On aimerait bien toutes les bonnes paroles et les bonnes pratiques présentées par Olivier pour la mise à jour du référentiel, pour le fait de mettre en place des choses par lots successifs, de faire de l'agilité. Toutes ces bonnes paroles-là, c'est parce qu'il est convaincu et c'est même lui qui nous le demande et on y va. On a des projets où ils veulent tout faire à la fois et c'est un petit peu plus difficile. On a aussi beaucoup de projets qui sont dans ce type de démarche. C'est vrai que globalement, nous, ce qu'on préconise, c'est de voir grand, mais de commencer petit. Voilà, c'est vraiment... et tout est fait comme ça dans la solution et dans notre accompagnement. Ça, je pense que si des gens écoutent ce podcast, c'est ce qu'il faut retenir, c'est cette stratégie de démarrer petit. Je pense que c'est quand même bien. Et nous, c'est la même chose qu'on prodigue. Alors nous, on est plutôt dans le développement spécifique, mais c'est la même chose qu'on prodigue. C'est partez pas tout de suite avec des trucs trop compliqués parce que généralement, ça finit par aller nulle part. Le temps est en train de filer. Je vais devoir jouer ce rôle désagréable de couper un petit peu. Avant de terminer, il y a deux questions. Il y a une question, mais je voudrais vous poser à tous les deux différemment. C'est une question que j'aime bien. C'est qu'est-ce que pour vous un bon projet informatique? Et sinon, l'autre question que je vous offre, c'est est-ce que vous avez encore un rêve de projet informatique? Parce que vous avez tous les deux vécu un tas de choses dans votre vie professionnelle. Moi, je suis toujours intéressé par savoir si vous avez encore des rêves ou si vous avez la capacité à définir pour vous maintenant, avec toutes les années d'expérience, qu'est-ce qu'un bon projet informatique. Je vous laisse Fabrice, je te laisse commencer. Pour moi, un bon projet informatique, avant toute chose, c'est délivrer une solution, outiller un processus, mais qui fonctionne, qui sert à quelque chose et qui rend des services.
Après, bien sûr, il y a des plannings à respecter, des budgets, il y a de la qualité, mais au final, c'est que ça serve vraiment à quelque chose et que ça rende des services à ses utilisateurs. Donc, ça veut dire qu'il faut que tous les aspects soient bien cadrés, la compréhension du besoin, sa réponse, etc. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion de servir, de proposer de la valeur. D'accord, donc très orienté delivery, on fait quelque chose très concret qui sert à quelque chose. Voilà, et pour moi, c'est aussi bête et humble que ça. Voilà. Olivier ? Ouais, j'ai sans doute quelque chose d'assez approchant. Pour moi, c'est un projet qui est minimum et suffisant. En particulier dans le contexte écologique ou éco-responsable actuel. C'est aussi pour ça que j'aime les approches itératives où j'ai pas du tout de scrupule à démarrer avec un truc qui est pas parfait, mais qui va permettre de se réinterroger. Tout à l'heure, je l'ai pas dit, mais dans les souhaits qui ont émané lors des tout premières demandes, il y a des choses qui ont totalement été abandonnées depuis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prévoyaient qu'ils aient besoin d'une fonctionnalité, ils nous en ont plus jamais reparlé. Donc ça prouve bien qu'ils n'en avaient pas besoin. Donc nécessaire et suffisant, challenger, y aller de manière itérative, petit. Moi j'aime beaucoup ce qu'a dit Fabrice, hein, voir grand, y aller petit et s'arrêter moyen si jamais grand c'était trop. Aucun problème. Ouais, moi je pense que c'est ça, itératif et très centré sur le vrai besoin, quoi. Donc toujours réinterroger les approches agiles. Pour ça, elles me conviennent vachement. UX et centré utilisateur. En permanence, c'est challenger. C'est pas parce que on nous dit qu'on en a besoin que c'est vrai, que tu en as vraiment besoin. Ça fait parfaitement écho à ce que je pense, c'est que souvent on veut en faire trop et le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Exactement. On finit par faire un peu tout et n'importe quoi. Merci à tous les deux, Olivier, Fabrice, c'était vraiment hyper intéressant. Je pense qu'Arthur, nous on a appris plein de choses en tout cas sur la démarche et sur l'approche. Je mettrai en description, comme je le disais à Fabrice, les liens vers OPEX et puis le lien vers vos 2 descriptions LinkedIn si vous êtes d'accord. Si jamais les gens ont des questions ou ils veulent aller un peu plus loin dans le sujet, voilà. Avec plaisir. Merci à tous. Merci beaucoup à vous pour votre accueil et votre invitation. Merci, c'était vraiment très agréable et merci encore une fois Olivier de parler mieux d'OPEX que moi. C'est vraiment... c'est le meilleur commercial. Je vais rougir, voilà. Fabrice. Voilà. Très bon après-midi, très bonne fin de journée. Au revoir.